Bien, bonjour à tous. Donc on reste dans l'environnement, mais on va passer à la caractérisation des effets sur la faune et la flore. Donc à l'heure actuelle, on est presque 30 ans après Tchernobyl, et il y a toujours un peu tout et son contraire vis-à-vis d'un éventuel impact de l'accident sur les écosystèmes. On peut voir sur la gauche du transparent qu'il y a certains journaux qui alertent sur un déclin de la biodiversité dans la zone d'exclusion, alors que d'autres montrent qu'il y a des grands mammifères qui reviennent coloniser la zone, et effectivement qu'il y a même un projet de zone de réserve naturelle de la biodiversité. Donc où est-ce qu'on en est? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous rappeler la façon dont on définissait l'après-accident en termes de conséquences. Donc on distingue 3 phases d'exposition différentes des organismes qui sont associés à des effets différents également. Donc la première phase après l'accident, qui a duré environ 1 mois, qui était la phase aiguë, et durant laquelle une quantité massive de radioactivité a été rejetée, avec des éléments essentiellement à vie courte, qui ont engendré des débits de dose très élevés dans la zone d'exclusion, de l'ordre de 20 gray par jour à proximité de réacteurs. Suite à cette première phase aiguë, s'est suivie une phase transitoire pendant laquelle les choses se sont installées petit à petit, donc qui a duré jusqu'au printemps suivant. Et enfin, la phase chronique, où les choses se sont stabilisées, dans laquelle on est encore à l'heure actuelle. Donc en ce qui concerne les effets aigus, donc il y a une photo qui a déjà été un peu présentée ce matin, mais là c'est la photo de la fameuse forêt rousse, où on voit bien en fait les conifères qui sont morts sous la plume des aérosols qui ont été dispersés. Donc des effets délétères qui ont été observés dans les 10 km autour du réacteur accidenté. Une mortalité avérée des espèces les plus radiosensibles, donc les conifères, mais également les organismes qui étaient inféodés au sol, sur lequel la radioactivité est retombée, donc les invertébrés du sol, et puis les micro-mammifères, donc les petits rongeurs qui vivent dans le sol et qui font des terriers dans le sol. On a observé en même temps une diminution de la reproduction chez les plantes et les animaux, et ça a été évidemment exacerbé par la période à laquelle l'accident est arrivé, puisque c'est arrivé au mois d'avril, en plein milieu de la période de reproduction des espèces. Donc la conséquence a été des effets drastiques sur tous les taxons de l'écosystème, avec un fait assez marquant, c'est une radiosensibilité qui s'étale quasiment sur 4 ordres de grandeur. Donc entre les conifères qui étaient les plus sensibles, et puis les mousses et les lichens qui étaient les moins sensibles, on a des effets qui s'étalent sur 4 ordres de grandeur. Si on passe maintenant à la phase 2, donc la phase transitoire, là les choses se mettent petit à petit en place. Donc on a une décroissance rapide des radionucléides à vie courte. On a une redistribution de ces radionucléides au sein des différents compartiments des écosystèmes, donc des translocations, la matière organique qui commence à se dégrader, un transfert vers les sols, etc. Et puis la contamination interne qui commence à augmenter et à prendre le pas sur l'exposition externe. Alors il faut savoir qu'au cours des 3 premiers mois après l'accident, 80% de la dose totale avait été délivrée aux plantes et aux animaux. En termes d'effets, on a toujours des effets sur la reproduction, avec par exemple chez les micro-mammifères de la mortalité embryonnaire en augmentation. La dose cumulée chez ces organismes au cours des premiers mois est énorme, puisqu'on va jusqu'à 110 gray pour les émetteurs gamma et jusqu'à 4500 gray pour les émetteurs bêta. Et malgré cela, au printemps suivant, on a une augmentation de la taille des populations, donc des campagnols, mais ça a été montré aussi pour les invertébrés, où les populations des organismes commencent à réaugmenter. Alors, on suppose que c'est dû essentiellement au fait de la migration des organismes dans la zone qui commence à être désaffectée, et donc l'absence de l'homme fait qu'il y a un effet puits qui va à nouveau attirer les organismes extérieurs à la zone. Enfin, la 3e phase, donc la phase chronique, celle dans laquelle on est encore actuellement, dans laquelle on assiste à une exposition chronique faible dose, entre guillemets, parce qu'on a quand même des doses de plusieurs centaines de microgray par heure, avec des hotspots qui vont jusqu'à 500 microgray par heure. Et donc les débits de dose dans cette période-là représentent moins de 1% des débits de dose initiaux.
On a une contribution de la dose en bêta et en gamma qui est engendrée par les principaux contributeurs à la dose, que sont le césium-137 et le strontium-90. On voit également apparaître en termes de contribution des isotopes comme les actinides, le plutonium et l'américium, qui sont extrêmement dosants, émetteurs alpha, et qui contribuent également à la dose et qui vont y contribuer de plus en plus. Et c'est là qu'en fait démarre la controverse sur les effets biologiques qu'on peut observer, puisque ce sont les effets indirects et subtils qui vont prédominer. Donc, alors, quelques exemples de controverses. Donc, il y a un certain nombre de paramètres qui ont été mesurés. Un des paramètres qui est pas mal mesuré sur les écosystèmes, c'est la dégradation de la matière organique. Donc, cette matière organique, c'est un indicateur du bon fonctionnement des écosystèmes, puisqu'elle va être dégradée par tout un tas d'activités. Ça va être les macro-invertébrés du sol, ça va être les bactéries, ça va être des champignons. Et donc, un écosystème qui fonctionne bien, c'est un écosystème où la matière organique est bien dégradée. Donc là, ce qu'on utilise, c'est la dégradation des feuilles. Donc, en fait, ça ne coûte pas très cher. On prend simplement du maillage en plastique, on fait des petits sacs, on met des feuilles dedans. On les pose sur le sol à un temps zéro de la manipulation, puis on revient les chercher plusieurs mois plus tard, et on mesure la décroissance de la masse de feuilles, qui donne une indication de la dégradation de la matière organique. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait dans 2 papiers. Donc sur la gauche du transparent, vous voyez un papier qui a été publié en 2013, qui montre une diminution de la dégradation des litières de feuilles à l'intérieur de la zone d'exclusion. Et puis, à droite, un deuxième papier qui a été fait par un collègue de l'IRSN qui montre le résultat inverse, c'est-à-dire une augmentation de cette dégradation des litières, avec une dose estimée, donc calculée, reçue aux organismes, allant jusqu'à 150 microgrammes par heure. Donc on a 2 résultats qui sont complètement différents. Et ça peut s'expliquer par un certain nombre de paramètres qui pourraient être, par exemple, sur le graphe de droite, le fait qu'on a qu'on a une meilleure dégradation en fait, de la dégradation des litières, parce qu'on aurait une stimulation de la finesse des organismes dans ces débits de dose qui sont relativement faibles. Également, le fait qu'on a mis des litières qui ne sont pas contaminées pourrait attirer les organismes qui viendraient les dégrader plus facilement. En revanche, il y a une différence drastique entre ces 2 papiers, c'est que la façon de calculer la dose n'est pas du tout la même, puisque sur le graphe de gauche, en fait, c'est la dose ambiante externe qui est mesurée, alors que sur le graphe de droite, c'est une dose qui est recalculée aux organismes. Donc là, qui va intégrer à la fois l'exposition externe et l'exposition interne. Donc on voit déjà qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de calculer la dose, donc pas tout à fait les mêmes méthodes d'interprétation. En termes d'effets également contradictoires, des effets sur les grands mammifères. Donc, il y a pas mal d'études qui montrent que les grands mammifères reviennent dans la zone d'exclusion. Donc, tout de suite après l'accident, la ville de Pripyat a été évacuée. Donc, plus de pression de chasse à l'intérieur de cette zone-là. Et donc, un certain nombre de mammifères qui revenaient dans la zone. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été suivi, en fait, par les ministères ukrainiens, qui ont montré, tout de suite après l'accident, une augmentation du nombre d'organismes, notamment les grands ongulés, tels que les élans, les cerfs, les chevreuils, les sangliers. Et ça allait même jusqu'à une augmentation de la densité des loups d'un facteur 7 dans la zone d'exclusion. Donc ça a été montré grâce à des surveillances aériennes qui ont été menées sur plus d'une dizaine d'années. Et plus récemment, un papier a également été publié qui montre l'inverse, cette fois-ci, donc une corrélation négative entre l'abondance d'une douzaine de grands mammifères et le niveau de radiation ambiant. Donc ça a été fait en mesurant, en estimant l'abondance à partir d'empreintes dans la neige. Donc des effets très marqués ont été montrés sur certaines espèces, notamment le renard, et beaucoup moins pour d'autres espèces comme le loup. Mais une fois encore, 2 conclusions drastiquement opposées dans la littérature. Donc, sur d'autres mammifères, donc les fameux micro-mammifères, là c'est le campagnol roussâtre qu'on voit ici, on a des conclusions qui sont un petit peu mitigées, dans le sens où sur des paramètres macroscopiques comme la pyramide des âges, le sexe ratio, la diversité, l'abondance et les malformations, on ne voit pas de différence entre les mammifères qui ont été exposés et ceux qui sont témoins.
Alors ça ne veut pas dire que tout se passe bien, parce qu'à l'échelle moléculaire, on voit quand même des choses qui se passent. On voit une augmentation des réarrangements chromosomiques dans les gamètes mâles, qui sont liés à une baisse de la fertilité de ces animaux. Et puis on voit des anomalies de la formule sanguine. Notamment, on voit des anémies, on voit des changements au niveau histologique des organes comme la rate et le foie, et puis des changements du système endocrinien. Donc là, au niveau des surrénales, c'est des hypertrophies des surrénales qui ont été montrées. Donc, sachant que les surrénales, c'est les organes qui gèrent le stress, c'est quand même un paramètre qui commence à clignoter. Alors, chez les oiseaux, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, qui, elles, sont catégoriques et montrent des diminutions de la richesse des espèces, de leur abondance, de leur densité. Et donc, par exemple, dans la zone d'exclusion, il y aurait un oiseau sur 4 qui se reproduirait et qui survivrait. Également, les auteurs ont montré que les adultes étaient plus sensibles et les femelles également plus sensibles, avec plus de mâles dans les zones exposées. Ils ont même montré que les mâles chantaient plus fort dans les zones les plus contaminées. Et ce serait probablement pour attirer plus de femelles, puisqu'il y en avait moins. Donc beaucoup de conclusions indirectes. Et sur ces fameux oiseaux, beaucoup d'études ont été faites qui montrent également un taux élevé d'anomalies morphologiques. Donc là, on voit sur les photos des petites plumes sur les hirondelles qui sont blanches. Donc c'est de l'albinisme partiel qui serait dû à une augmentation du taux de mutation dans le gène qui code pour le pigment de ces plumes-là. Également des anomalies morphologiques, donc des becs qui sont déformés, les rectrices, donc les plumes de la queue qui sont également asymétriques, etc. Donc tout ça, ce sont des paramètres qui sembleraient indiquer qu'il y a un effet sur les dommages à l'ADN, en fait, avec des mutations à la fois dans la lignée germinale et dans certains gènes donc, qui codent pour la coloration. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement connu, que les radiations ionisantes vont engendrer des dommages à l'ADN. Un autre mécanisme qui a été beaucoup cité par ces auteurs-là, c'est l'effet des radicaux libres, donc le stress oxydant, donc des radiations ionisantes qui vont induire des radicaux libres oxygénés. Du coup, les organismes vont mettre en place un certain nombre de défenses antioxydantes, et du coup, ces défenses-là vont diminuer pour leur utilisation dans d'autres processus, dans d'autres fonctions biologiques, comme l'immunité, la synthèse des pigments ou la production des gamètes. Donc selon cette hypothèse-là, chez les espèces qui ont besoin de beaucoup de caroténoïdes, donc la caroténoïde, c'est le pigment rouge, qui en fait est une des premières lignes de défense contre le stress oxydant, puisqu'on nous dit toujours manger des tomates, des melons, c'est riche en caroténoïdes. Chez les oiseaux, c'est pareil. Les espèces qui ont besoin de beaucoup de caroténoïdes, en fait, vont avoir du coup une limitation de l'utilisation de ces pigments-là, puisqu'ils les utiliseront pour la lutte contre le stress oxydant. Et donc, ces mêmes auteurs ont montré que chez les espèces qui étaient riches en caroténoïdes, il y avait une diminution de leur abondance. Et enfin, des cas de cataracte aussi ont été montrés chez les oiseaux et les rongeurs, qui seraient liés à une oxydation des protéines du cristallin. Donc, un peu les mêmes effets qui ont été montrés ici sur les invertébrés du sol, donc baisse de l'abondance et baisse de la diversité, augmentation des malformations, et notamment on voit sur la photo, c'est la lucane cerf-volant, donc c'est un coléoptère qui a deux cornes, et en fait les auteurs qui ont publié ce papier ont montré que chez les lucanes qui étaient asymétriques, c'est-à-dire les mâles qui avaient une corne plus longue que l'autre, ils étaient observés moins souvent en présence des femelles. Donc du coup, ils arrivent à la conclusion qu'il y a une corrélation entre l'asymétrie chez ces organismes-là et leur capacité de reproduction. Ils ont également montré qu'il y avait une diminution d'abondance de différentes espèces d'invertébrés dans les zones exposées. Alors toutefois, il y a d'autres études qui ont montré aussi l'inverse. Par exemple, des études qui ont été faites sur le lac Glubokoï, donc c'est un lac qui est très contaminé à Tchernobyl, qui montrent qu'il n'y a pas d'effet en fait, des radiations ionisantes sur les invertébrés aquatiques. Également des études qui ont été faites dans le laboratoire qui montrent qu'il y a très peu d'effet sur la diversité et l'abondance des nématodes, qui sont des petits vers millimétriques, et qui montrent cependant qu'il y a peu d'espèces de nématodes sensibles qui sont observées. Donc il serait tout à fait possible que suite à l'accident,
toutes les espèces de nématodes qui étaient sensibles soient mortes et que du coup ce soit les espèces les plus résistantes qu'on voit à l'heure actuelle, ce qui expliquerait pourquoi on voit finalement peu d'effets. Donc une adaptation en fait des écosystèmes aux radiations ionisantes. Et si on parle d'adaptation, on va revenir encore aux conifères, donc toujours dans la période chronique. On voit donc un certain nombre de paramètres qui bougent chez les conifères, diminution de leur pouvoir germinatif par exemple, augmentation des dommages à l'ADN, qui sont par exemple 8 fois plus importants chez les pins de la zone d'exclusion que chez les témoins, et près d'un pin sur 2 présente des anomalies du développement. Malgré tout, ces pins, ils sont là, ils ne peuvent pas partir, ils n'ont pas de pied, donc en fait, ils sont obligés de mettre en place des mécanismes pour se défendre, pour s'adapter contre les radiations ionisantes, et c'est ce qui a été montré chez ces pins, notamment une hyperméthylation d'ADN des pins, donc ça c'est des mécanismes épigénétiques, ça ne touche pas du tout la séquence d'ADN elle-même, mais c'est des groupements méthyles qui vont se coller sur l'ADN et qui vont permettre de donner une plasticité au génome, puisque la méthylation d'ADN, ça permet à la fois de stabiliser les chromosomes, et puis ça permet également de changer l'expression des gènes. Donc ça donne toute une palette en fait, de défense biologique aux pins, qui leur permet de s'adapter à ces écosystèmes très, très difficiles. Également, on a observé une augmentation des aberrations chromosomiques non létales, ça veut dire qu'elles sont transmissibles, et qui dit aberration chromosomique transmissible, dit qu'on peut avoir justement une diversité génétique qui augmente, qui permet de donner des nouveaux génotypes qui permettront de mieux lutter contre les radiations ionisantes. Donc voilà, pour conclure là-dessus, donc on a effectivement observé des effets, c'est des choses qui ont été publiées. Par contre, c'est quand même difficile d'obtenir des vrais contrôles qui n'auront jamais vu de radioactivité, puisque la zone impactée par l'accident est quand même assez large. C'est difficile de maîtriser toutes les variables confondantes pour attribuer clairement les effets qu'on observe aux radiations ionisantes et seulement à ça, parce qu'il y a l'effet des cycles saisonniers, il y a l'effet des sensibilités des stades de vie, il y a l'effet de l'abandon de la zone d'exclusion par l'homme, qui fait qu'on peut observer justement pas mal d'organismes qui reviennent dans la zone. C'est difficile d'avoir des données qui informent sur l'état de santé des organismes. Donc on peut voir effectivement une augmentation de l'abondance des grands mammifères, mais on ne sait pas dans quel état de santé ils sont, ni s'ils se reproduisent correctement dans la zone. Et puis enfin, on a montré que la dose d'exposition dans 95% des papiers, elle est sous-estimée, parce que les auteurs prennent en compte que la dose ambiante externe et ne recalculent pas la vraie dose absorbée suite à l'ingestion et même au mode de vie des organismes. Et ça va être très variable d'une espèce à l'autre. Et enfin, les phénomènes d'adaptation au fil des générations. On n'a pas, dans la plupart des cas, on n'a pas le point zéro, on n'a pas le point initial, donc c'est difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé jusqu'à nos jours. Donc là, pour conclure là-dessus en termes de perspective, c'est évidemment important de continuer à poursuivre les études in situ, que ce soit à Tchernobyl ou à Fukushima, pour mieux comprendre les phénomènes qui se passent. Et puis également comprendre quels sont les mécanismes moléculaires qui vont permettre de mieux comprendre cette grande différence de radiosensibilité, ces 4 ordres de grandeur dans la radiosensibilité. Et enfin, les études qu'on poursuit actuellement dans le cadre du projet européen COMET visent à quantifier les effets transgénérationnels en prenant en compte un certain nombre de paramètres qui jouent un rôle important dans l'adaptation, et notamment les mécanismes épigénétiques. Voilà, merci pour votre attention. Et il y a un rapport disponible. Merci beaucoup Christelle.